Jeudi 6 janvier, Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité, donc le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est en visite à Alger. Il a été reçu par Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères en Algérie. Abdoulaye Diop est arrivé hier soir et porteur d'un message du président malien. Nous reviendrons sur cette visite plus en détail dans nos prochaines éditions. La CEDEAO, soutenue par l'Union européenne, somme les autorités de la transition malienne à aller vers des élections anticipées dans les plus brefs délais. La décision des autorités maliennes d'aller vers une période de 5 ans choque la CEDEAO et met ses capacités à résoudre des problèmes à rude épreuve. Leïla Gertal. La prolongation de la durée de la transition est tombée sur la CEDEAO tel un couperet. Un vrai choc pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui redouble en ce moment d'efforts pour précipiter les autorités de transition maliennes à aller vers des élections anticipées prévues pour le 22 février. Pour se faire entendre, la CEDEAO n'a pas lésiné sur les moyens de pression et de dissuasion imposant des sanctions économiques au pays, mais également aux autorités en place avec l'interdiction de voyager, le gel des avoirs financiers à l'ensemble des membres de l'autorité de transition, excepté le président et son chef de la diplomatie. Mais toutes ces pressions n'ont pas donné le résultat escompté. Les autorités de la transition ont tout simplement demandé une durée de 5 ans pour accomplir la transition à bon port. Une durée de 5 ans s'apparente plus à un mandat qu'à une période de transition. La discorde croît entre le Mali et la CEDEAO et une réunion est consacrée le 9 janvier à la question de la transition au Mali, qui est loin de connaître son épilogue. En Tunisie, 19 personnes ont été déférées devant la chambre correctionnelle près du tribunal de première instance de Tunis pour crimes électoraux. C'est ce qu'a annoncé le bureau de presse du tribunal hier, parmi lesquels figurent le président du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi, et l'ancien président de la République, Mansef Marzouki. Mohamed Amina Berkan. La décision de la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis de déférer devant sa juridiction 19 personnes intervient sur fond de crimes électoraux commis lors de la présidentielle anticipée de 2019, dont le recours à la publicité politique, à la publicité illégale via les réseaux sociaux, ainsi que la violation du silence électoral, précise le tribunal de première instance de Tunis dans un communiqué. Des médias locaux avaient rapporté que la décision relative à la comparution de personnalités politiques tunisiennes devant la justice était fondée sur le rapport général de la Cour des comptes sur les résultats du contrôle du financement de l'élection présidentielle anticipée de 2019, rapporte l'agence officielle de presse tunisienne. La Tunisie est en proie à une crise politique depuis le 25 juillet dernier. À cette date, Kais Saied avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et la levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Il avait également suspendu l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et décidé de légiférer par voie de décret, de même qu'il a limogé de son poste le chef du gouvernement, Hicham Chichi, prenant ainsi la tête de l'exécutif, assisté d'un gouvernement dont il a nommé la chef en la personne de l'universitaire Najla Boudane. Et ces déclarations du président tunisien justement concernant le secteur de la justice, il déclare, je cite, « La justice est la règle et nous rejetons l'injustice pour éviter le chaos ». Fin de citation, on écoute justement Kais Saied. La loi n'a pas été faite sur la base de règles logiques. Il s'agit de textes qui permettent l'intervention de certaines personnes dans les affaires de la justice. Certaines personnes qui ont assumé et assument des postes dans la gestion des affaires de la justice en Tunisie ne sont que des représentants de personnalités politiques et de bandes de criminels. Le problème réside avec ceux qui ne font que nuire aux intérêts du peuple. Il y a des personnes qui croient qu'elles sont au-dessus de l'État alors qu'elles sont en train de faire exploser l'État. La justice est la règle et nous rejetons l'injustice pour éviter le chaos. Et on va rester au nord du continent. Il semble que l'année 2022 ne soit pas favorable à l'économie marocaine. Le Haut Commissariat au Plan a révélé des prévisions très pessimistes pour le nouvel exercice. Plus de détails avec Mohamed Ouali Ben Chaban.
Le Haut Commissariat au plan et de perspective au Maroc révèle des estimations alarmantes de l'économie du royaume, dont la croissance ne devrait pas dépasser 2,8% au cours du premier trimestre de 2022. Dans une tendance baissière, le rythme de croissance du pays s'est ralenti depuis la fin de l'année écoulée, lorsque le taux de croissance a reculé à moins 5% au dernier trimestre de 2021. Toutefois, une croissance d'environ 8% a été enregistrée dans la même période. L'autorité marocaine justifie le ralentissement de la croissance économique dans le pays par la poursuite des pressions inflationnistes, avec une hausse record des prix des matières premières et des produits semi-industriels, qui a entraîné une baisse significative de l'offre de biens en raison de la rareté des intrants dans la production industrielle. Des indicateurs tirés selon la même instance à des taux d'inflation records, la hausse des coûts de production et la charge de fournir des biens à tous les niveaux, en plus des répercussions désastreuses sur le pouvoir d'achat des Marocains et un ralentissement des dépenses des ménages destinées à la consommation. Plusieurs aspects négatifs ont été constatés, outre la baisse tangible du produit intérieur de l'agriculture, en raison de la grave sécheresse qui a affligé le pays pendant 3 années consécutives, sans parler d'un effondrement fulgurant des revenus du secteur du tourisme qui a été paralysé par les restrictions de la pandémie Covid-19 il y a près de 2 ans. Et puis, d'après des médias étrangers, 3 Mauritaniens auraient été tués au Sahara occidental. Les victimes seraient des orpailleurs. Ils auraient été la cible de tirs de drones marocains dans le nord de la Mauritanie. 4 autres personnes auraient été blessées dans cette attaque. Et puis le forum d'El Moudjahid, en partenariat avec l'association Mish'al el-Shahid, a accueilli, à l'occasion de la journée du martyr palestinien, des représentants de différentes organisations militantes pour la libération de ce pays arabe. Sofiane Baroudi était sur place. À l'appel d'associations algériennes, principalement le comité de solidarité avec le peuple palestinien, et en présence de personnalités, à l'instar du conseiller du président algérien Nazir Barramdan et du grand moudjahid algérien Mohamed Tahir Abdeslam, un proche de l'OLP historique dirigé par Abou Ammar. Je rends ici hommage au martyr Ahmed Yassine et aussi à Abou Djihad, dont j'ai assisté à l'enterrement solennel à Tunis. Je tiens également à citer le martyr Yasser Arafat, qui est mort empoisonné, je le dis, par des mains palestiniennes et arabes. Et je n'oublierai pas le martyr Abou al-Abbas, qui a été tué par les Américains en Irak. Les représentants des fractions combattantes ont exprimé leur adhésion à l'initiative unificatrice proposée par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et ont à l'unanimité déclaré leur respect pour le rôle que joue l'État algérien et pour le peuple algérien, dont le soutien indéfectible ne s'est jamais démenti sur les questions de principe, tel le soutien au peuple palestinien et à ses aspirations légitimes. Nous avons reçu au Front démocratique pour la libération de la Palestine l'invitation du président Abdelmadjid Tebboune dans l'objectif de célébrer une conférence unificatrice et en finir avec les divisions entre fractions. Nous avons accueilli cette initiative avec enthousiasme et grande considération et égard aux efforts déployés par le président algérien hautement soucieux de soutenir activement le combat du peuple palestinien jusqu'à consécration de son droit à l'édification d'un État avec Al-Quds pour capitale et le retour des réfugiés. Les représentants de l'OLP, du FDLP, du Front militant palestinien et du Hamas ont rappelé leur attachement à la défense des droits du peuple palestinien, surtout les prisonniers politiques en lutte dans les geôles sionistes. Nous enregistrons d'abord notre fierté et notre soutien à la lutte des prisonniers politiques palestiniens qui mènent en ce moment même un combat contre le régime carcéral. Ce sont nos martyrs vivants. Il y a plus de 4700 prisonniers politiques palestiniens, dont 500 soumis au régime de la détention administrative. La détermination à mener le combat pour la préservation des lieux saints de l'islam a également été clairement exprimée.
Nous disons clairement qu'il y a des lignes rouges qui peuvent à n'importe quel moment faire exploser la situation vers une nouvelle confrontation avec l'occupant, notamment concernant la ville sainte et la mosquée Al-Aqsa, comme nous l'avons vu à l'occasion de la bataille de Saïf al-Quds, en réponse aux agressions et aux provocations récurrentes des colons. La nécessité de réunir toutes les fractions combattantes et les organisations militantes a été l'objet principal de la réunion qui vise à préparer la création d'un front commun pour lutter contre le colonialisme sioniste, initiative qu'Alger a exprimée de ses vœux. Nous avons mené avec les différentes organisations combattantes plusieurs sessions d'un dialogue national palestinien dont la réunion a regroupé les dirigeants de toutes les fractions à Beyrouth-Ramallah. Le résultat de ce processus a été l'entente sur la nécessité d'en finir avec les dissensions, de suspendre la coopération sécuritaire avec l'occupant sioniste et de refermer définitivement la page des accords d'Oslo. Nous avons également convenu de ne plus miser sur le quator international ni sur l'administration américaine qui nous a tant déçus en soutenant à tort et à travers les agissements de l'occupation. La commémoration des martyrs algériens et palestiniens tombés pour la liberté s'est clôturée sur une note de grande détermination. Et c'est aujourd'hui que l'ambassadeur d'Algérie en France reprend ses fonctions. Mohamed Antal Daoud a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hier au moment de cette annonce. Je le rappelle, il avait été rappelé en octobre. En Syrie, 3 roquettes sont tombées à l'aube hier sur la plus grande base militaire des forces occidentales. L'Observatoire syrien des droits de l'homme attribue les tirs de roquettes aux milices pro-iraniennes massivement déployées dans la zone frontalière entre la Syrie et l'Irak. L'un des projectiles s'est abattu sur la piste d'atterrissage réservée aux hélicoptères, causant des dégâts matériels. Et au Kazakhstan, les manifestations se poursuivent au lendemain du limogeage du gouvernement. Les autorités rapportent des dizaines de manifestants tués et plus d'un millier de blessés. Toujours d'après les autorités, ces manifestants tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs. Le Kazakhstan qui connaît également une panne d'Internet à l'échelle nationale, ce qui rend la situation difficile à évaluer. Pour rappel, le mouvement de protestation a été déclenché par une hausse drastique des prix de carburant. Le président Tokayev a annoncé qu'il reprenait en main le Conseil de sécurité, mais aussi qu'il va apporter des réponses fermes aux troubles en cours, mettant en avant le sacrifice des forces de l'ordre. Et dans le dossier santé, 462 nouveaux cas confirmés de coronavirus en Algérie, 252 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. D'après le dernier communiqué du ministère de la Santé, le dispositif actuel de prévention contre la pandémie du coronavirus a été reconduit pour une durée de 10 jours. Nouveau record en France, 332 252 nouveaux cas de contamination au Covid-19 enregistrés hier. Un nouveau record depuis le début de la pandémie en 2020 dans l'Hexagone. L'état d'urgence sanitaire a été décrété dans plusieurs territoires français d'outre-mer. Selon le ministre français de la Santé, la hausse des cas recensés s'explique en partie par un nombre sans précédent de tests qui sont plus rapides. La semaine dernière, 8 millions de tests ont été effectués. Et en France, toujours, le pass vaccinal vient de passer un premier cap. Les députés ont voté en première lecture très tôt ce matin le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce projet de loi doit être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine. L'entrée en vigueur du pass vaccinal était prévue pour le 15 janvier. En Italie, la vaccination est désormais obligatoire pour les personnes âgées de plus de 50 ans. L'Italie est désormais l'un des rares pays européens à mettre en place cette mesure. L'objectif étant d'alléger la pression à laquelle font face les services de santé du pays du fait de la résurgence épidémique. La mesure entre en vigueur immédiatement et sera applicable jusqu'au 16 juin.
Et au Royaume-Uni, plus de tests PCR obligatoires pour les personnes vaccinées à l'arrivée comme au départ du territoire. Une mesure qui entrera en vigueur dès demain. Pour l'instant, l'Angleterre et les pays de Galles sont concernés. L'Irlande du Nord et l'Écosse devraient suivre rapidement le mouvement. À noter que le pays a enregistré une baisse de 71% de ses vols internationaux. Et on va s'intéresser aux immunodéprimés dans cette édition. Ils sont classés à risque et leur système immunitaire répond mal ou pas au vaccin contre la Covid-19. Les immunodéprimés se sentent aujourd'hui pris au piège face à la reprise épidémique. La propagation d'Omicron est un vecteur de stress pour ces malades contraints à l'autoconfinement. Neila Hamouda. Ils sont pour la plupart triplement vaccinés, voire plus, contre la Covid-19. Leur organisme ne réagit pas ou peu au vaccin. Les immunodéprimés sont davantage exposés aux formes sévères de la maladie et occupent jusqu'à un tiers des lits de réanimation dans les hôpitaux. Les autres s'imposent des restrictions drastiques pour ne pas contracter le virus. Transplantés, traités par des médicaments immunosuppresseurs puissants pour une tumeur ou une maladie auto-immune. Les patients avec des défenses immunitaires affaiblies sont de plus en plus inquiets. Chez un malade ordinaire, le virus reste actif quelques jours à peine avant de disparaître. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé aux personnes testées positives de s'isoler pendant 10 jours après l'apparition des symptômes. Mais chez les personnes immunodéprimées, cette infection peut durer plusieurs mois. Les défenses immunitaires de l'hôte, trop faibles, ne parvenant pas à se débarrasser du virus. Vous l'avez compris, les infections durent plusieurs mois chez les immunodéprimés. Après plusieurs mois de recherche, les scientifiques décrivaient le cas d'un patient sous immunosuppresseur mort après une infection au Covid-19 de 154 jours. La plus longue infection rapportée à ce jour a duré 355 jours. Les scientifiques recommandent le vaccin ARN messager pour une meilleure réponse immunitaire. Selon les premières données, sur un peu plus de 400 patients majoritairement des transplantés rénaux, une réponse à une dose de vaccin a été observée chez 17% seulement de ces patients et 50% après la deuxième dose. En France, par exemple, un peu moins de 300 000 personnes immunodéprimées ont été déjà contaminées depuis le début de la pandémie, il y a presque 2 ans. Et justement, à cause de cette pandémie, pas de carnaval de Rio au Brésil cette année encore. Il est définitivement annulé. Pour cause, la brutale augmentation des cas positifs de Covid-19 ces dernières semaines et l'arrivée du variant Omicron sur le territoire. Cependant, à Recife ou encore Sao Paulo, la question de l'organisation des défilés de rue devrait aussi être tranchée dans les prochains jours. Et sur un autre sujet, le gendarme allemand de la concurrence s'est dit prêt à imposer des limites aux activités du géant américain Google dans le pays. L'antitrust décide donc de durcir le ton face au géant américain car, à la suite d'une enquête, Google a un impact sur la concurrence en détenant 80% des parts de marché. Des enquêtes avaient été lancées contre Facebook, Amazon et Google. La décision visant Google est la première rendue par l'antitrust allemand. On va rester en Europe et on va parler économie. Dans l'Hexagone, la flambée des prix de l'électricité n'épargne aucun secteur. Une hausse fulgurante de 18,6%. C'est l'envolée des prix de l'énergie en France sur un an, selon le dernier taux d'inflation publié récemment par l'Institut national de la statistique et des études économiques qui estime plutôt à 2,8% la hausse générale des prix en décembre sur 12 mois. Mohamed Wali Ben Chaben. Une hausse de 18,6%, c'est l'envolée des prix de l'énergie sur un an, selon le dernier taux d'inflation publié récemment par l'INSEE, qui estime à 2,8% la hausse générale des prix en décembre sur 12 mois. L'explosion des prix du gaz, conséquence de la reprise économique et du très bas niveau des stocks, a rejailli sur ceux de l'électricité. Aujourd'hui, la situation est devenue incontrôlable. Les prix du gaz sur le marché ont été multipliés par 6 ces derniers mois, ceux de l'électricité par 4, indique Sylvain Le Faller, cofondateur du comparateur Hellowatt.
Le 30 septembre, le Premier ministre français Jean Castex avait annoncé un bouclier tarifaire en limitant à seulement 4% l'augmentation des tarifs réglementés de vente de l'électricité qui aura lieu en février prochain. Toutefois, la vraie hausse qui sera d'environ 20% aura lieu entièrement ou en partie en août, soit après la présidentielle. Voilà pour les 70% de clients soumis au régime des TRV. Les 30% restants liés à un opérateur alternatif sont déjà en souffrance. Les abonnés de Bulb, Méga Énergie ou Eni ont vu leur facture bondir de 30, 50 voire même 100%. La hausse des prix a conduit en octobre dernier à un surcroît de dépenses mensuelles d'énergie de 30 € en moyenne par ménage par rapport à fin 2019, indique l'ANSSI. L'Institut pointe que le poids des dépenses d'énergie des ménages dans l'ensemble de leur consommation dépend celui de l'automne 2018, date du début du mouvement des Gilets jaunes. Aux États-Unis, ce 6 janvier marque un an jour pour jour depuis l'assaut du Capitole. Dans le discours qu'il prononcera aujourd'hui, Joe Biden entend dénoncer clairement la responsabilité de son prédécesseur, Donald Trump. Une enquête parlementaire lancée en parallèle de l'investigation menée par le FBI espère toujours déterminer les éventuelles fautes de Donald Trump dans l'attaque. Cette attaque qui avait fait 5 morts. L'ancien président américain avait déclaré mardi renoncer à donner une conférence de presse prévue ce même jour. On va parler culture. Avant de se quitter, on va parler cinéma. Flea, Great Freedom et La Voix d'Aïda sont les 3 films sélectionnés pour le prix Luxe du public 2022 qui sera remis à Strasbourg, en France, en juin prochain. Ce nouveau prix pour le cinéma européen est soumis au vote du public après un vote initial de 3 films des membres du Parlement européen. Amel Amzine-Zitouni. Soutenir le cinéma européen et inspirer le débat sur des thèmes d'actualité. C'est dans cette optique que le Parlement européen, en collaboration avec l'European Film Academy, a mis en place ce nouveau prix. Lancé conjointement en septembre 2020 par les 2 organismes en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinemas qui rassemble 3000 salles indépendantes en Europe, le prix Luxe montre la richesse et la diversité du cinéma européen. Le premier film sélectionné, Flea, est un documentaire d'animation qui a déjà remporté de nombreux prix, dont le Cristal du meilleur film à Annecy. La Voix d'Aïda a récemment remporté 3 prix européens du cinéma, dont celui du meilleur film. Le 3e nominé est Great Freedom de Sébastien Mez qui a eu le prix du jury. Les 3 films nominés sont sous-titrés dans les 24 langues de l'Union européenne et seront projetés de la mi-mars à la mi-mai 2022 dans tous les pays européens. Ils sont aussi accessibles en ligne à la demande sur de nombreuses plateformes où chacun a le droit de regarder et de voter jusqu'au 25 mai pour son film préféré. Les votes du public et des membres du Parlement européen vont ainsi désigner le gagnant de ce prix, chaque groupe ayant un poids de 50% dans la note finale. Le gagnant sera annoncé lors d'une cérémonie au Parlement européen le 8 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo présenté par Amel Amziane-Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri ce soir pour votre édition du 19h. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur Al24 News.